En 82-83, il fabriquait des automitrailleuses pour l'Afrique du Sud. Interpol accepte de participer à la traque des militants politiques. Les camarades en Allemagne ont fait sauter le bureau de la délégation française générale à l'armement. Aujourd'hui, on dit c'est la limite rouge, les gaz, alors que la France et l'Allemagne ont fourni des gaz de combat à l'Irak. Il est à notre portée, il est dans le sud de Paris. Et on fait sauter le siège d'Interpol International. Voilà. Oui, lors d'une repérage d'opération, parce qu'on doit détruire, il existait à ce moment-là une dernière chaîne d'automitrailleuses qui se trouvait à Port-Choisy, à l'usine Panard, qui fabriquait les engins de maintien de l'ordre en Afrique essentiellement. Hein, c'est pas... Donc ces véhicules se fabriquaient là et on voulait faire une opération de rentrer dans l'usine et de niquer la chaîne de production, de détruire les petites automitrailleuses. Et lors d'une opération de repérage, alors que nous étions au bon temps de Mitterrand, tu vois la duplicité toujours de la social-démocratie, dans un bureau, il y avait les dossiers de fabrication pour une commande de l'Afrique du Sud. Donc en 82-83, il fabriquait des automitrailleuses pour l'Afrique du Sud. Et en fait, la France livre des armes directement à l'Afrique du Sud à partir des années 70 et continue jusqu'à la fin du régime d'apartheid à livrer des armes. Dulcie September, qui est une militante qui va essayer pendant des années d'alerter. Elle finit par avoir accès à des informations sur les livraisons d'armes, elle se sent en danger. On a parlé à des camarades liés aux luttes de l'Afrique du Sud qu'on allait faire cette opération et qu'en plus, donc, il était très important de récupérer ces dossiers montrant que Mitterrand collaborait avec le régime d'apartheid, qu'il vendait des armes malgré l'embargo. Bon, c'est pas, il faut pas être naïf, hein, toutes les entreprises, malgré les embargos, sauf à des régimes qualifiés de Hitler du moment, on fournit des armes. Voilà. Donc on est dans la préparation à la guerre avec l'Union soviétique, hein, l'installation des missiles, mais ça n'empêche pas qu'on fomente toujours des conflits ailleurs, des conflits, par exemple la guerre Irak-Iran qui a fait des montons de morts. Ce soir, il semble bien que cette guerre, qui a déjà fait plus de 500 000 morts, ait atteint un point de non-retour. Bien plus important encore qu'aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est-à-dire deux peuples ont été laminés par une guerre qu'ont alimenté les impérialistes et qui l'ont poussé aussi, qui ont poussé l'Irak à rentrer en guerre avec l'Iran, qui ont favorisé l'envoi d'armes de tous les types jusqu'aux gaz de combat qui ont été utilisés lors de cette guerre. Aujourd'hui, on dit c'est la limite rouge, les gaz, alors que la France et l'Allemagne ont fourni des gaz de combat à l'Irak. C'est bien connu de certains spécialistes. Hein. Donc, effectivement, quand on frappe le plus haut gradé français dans l'OTAN, parce que la France n'a jamais quitté l'OTAN réellement. Elle a sorti les bases américaines de France, mais De Gaulle a maintenu une structure de coordination avec l'OTAN. Et le principal officier supérieur représentant de la France dans l'OTAN, c'était le général Audran. Et le général Audran était connu pour deux opérations très spectaculaire. Un, la fourniture des super-étendards français qui ont été repeints aux couleurs de l'Irak sur le tarmac de Bagdad, qui est considéré comme une action de crime de guerre,
quand tu fournis des armes, parce qu'ils avaient vendu des Exocet et les Irakiens n'avaient pas d'avion pour tirer des Exocet sur les villes iraniennes. Et donc les Français ont dit bah, on va vous refiler discrètement des avions de notre armée. Et c'est un crime de guerre. Et le principal responsable de cette opération, c'était le général Audran. Deuxième opération, il a livré une énorme quantité de canons Thompson, c'est Thales maintenant, à l'Irak, et avec tout l'accompagnement d'experts militaires qui ont appris aux Irakiens de tirer avec les canons en tir tendu, quoi, pour massacrer les offensives iranienne qui a fait là aussi encore dizaines de milliers de morts. Donc c'est une période de crimes de guerre, et qui était organisée aussi dans les rues de Paris, dans les ministères à Paris, donc, et principalement par ce vendeur de canons, le général Audran. Donc c'est une ambiance aussi, c'est pour comprendre la période dans laquelle on agit, c'est une période de guerre, de guerre réelle, et de guerre en préparation et de guerre réelle. Et comment vous le neutralisez, là, le Audran, le repérage, etc. Comment ça se passe? Très facilement. C'est très facile. Ces gens ils adorent mettre leur propriété sur le wouzou, sur le bottin mondain. Tu sais, techniquement, c'est très facile. Tout ça, c'est le repérage, c'est très facile aussi. Tu as des moyens. Déjà, on utilisait des caméras, tu vois, des caméras avec des cassettes de 2 heures. Là. À l'époque, il y avait des cassettes, tu sais. Et on l'a dissimulé dans la voiture. Et on filmait pendant 2 heures tout ce qui se passait devant la maison, aux heures de sortie ou d'entrée. Donc tout ça, c'est pour ça, c'est pas la haute technologie. Le principal d'une guérilla révolutionnaire, c'est sa stratégie politique, ses idées politiques, sa détermination politique. Après voilà, il n'y a pas besoin de... Si, il y a besoin, hein. C'est pas mèche courte et briquet, non, mais il y a besoin de... Ça s'articule en deuxième... Donc vous le chopez chez lui, quoi, c'est ça? Oui, au moment où il rentre le soir, tu vois, et c'était assez réglé, tu vois, il a fallu une petite période parce que c'était très difficile parce qu'on devait coordonner avec la RAF, parce que la RAF devait tuer à la même période un autre ingénieur de l'armement en Allemagne. Voilà, et donc il fallait se tenter de se rapprocher le plus. Et surtout, bon, il y avait à ce moment-là une grève de la faim des prisonniers de la RAF. Donc c'était assez compliqué et pour tout dire, on l'a fait avec une semaine de retard parce que des camarades en Allemagne ont fait sauter le bureau de la délégation française générale à l'armement et que lui est allé là-bas à Bonn pour réconforter le personnel. Donc il a passé 3 jours là-bas, mais en plus de toutes les histoires qu'il préparait. Mais c'est pour ça que, tu vois, c'est pas une minuterie. L'action, c'est pas un truc... ça demande beaucoup d'agilité, donc beaucoup d'autonomie. Il y a le siège d'Interpol que vous essayez de faire exploser? On l'a fait exploser. D'ailleurs, il a dû déménager. Maintenant, il est à Lyon et, comme disaient les architectes, on a fait un plan anti-action directe. Mais c'est vrai, c'est à mon avis une des plus belles actions d'action directe. C'est d'avoir détruit le siège d'Interpol. On aurait pu mieux faire encore, mais on a vraiment détruit le siège international d'Interpol. Une opération minutieusement préparée, type commando, menée par au moins 4 hommes à la mitraillette et à l'explosif. C'est ainsi que l'on peut qualifier l'attentat contre le siège d'Interpol situé à Saint-Cloud, qui, hier soir, peu après 22 heures, a provoqué d'importants dégâts et blessé un policier.
Sur place, on a retrouvé des tracts d'Action Directe. Les enquêteurs penchent pour la tendance internationaliste de ce mouvement clandestin. À Saint-Cloud, l'enquête de Jacques Alix et Maurice Romero. Le siège d'Interpol à Saint-Cloud. Hier soir, 22h10, une camionnette s'arrête devant le portail. 2 hommes escaladent la grille avec des échelles métalliques. Le policier de garde donne l'alerte. Il reçoit une balle dans le bras. Les 2 hommes, masqués, arrosent alors la façade au pistolet mitrailleur. Voici l'emplacement des douilles des terroristes et les impacts de 9 mm. Quelques policiers répliqueront en vain. Mais cette fusillade n'est qu'une couverture pour les 2 autres hommes qui placent les bombes. Une petite charge dans une voiture et 5 ou 6 kilos d'explosifs sous le bâtiment, ici. La déflagration est extrêmement violente. Et je peux dire que c'était déjà un siège hyper protégé. Voilà. Donc, ça, tu vois, c'est pas celle qui a fait le plus de bruit, mais c'est une des plus belles actions d'Action Directe. Interpol, je crois que c'est la deuxième offensive du front anti-impérialiste. Donc pas seulement de l'Action Directe, mais aussi de la RAF et aussi d'autres organisations. La première offensive est principalement contre l'OTAN, contre la guerre, contre les dangers de l'extension de la guerre à l'Europe. Et donc surtout des cibles militaires liées au complexe militaro-industriel, qui étaient des entreprises, des fabrications d'armes, parce que nos villes sont pleines d'entreprises de militaires, et qu'il y avait cette mobilisation populaire en Europe contre la Deuxième Guerre froide, contre l'installation des missiles, contre les projets de guerre des étoiles, tout ce qu'ils nous ont sorti pendant ces années-là. Le président Ronald Reagan est à Orlando, en Floride, pour y prononcer un discours à l'occasion de la convention annuelle des associations évangéliques nationales. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les 2 côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Les États-Unis dans le camp des rebelles, défenseurs de la liberté contre l'URSS, l'empire du mal. En fait, l'installation du néolibéralisme, c'était en fait, tu sais, quant à la baisse de tendancielle du taux de profit, puisqu'il faut faire un peu une des contre-tendances à la baisse tendancielle du taux de profit, c'est l'extension, c'est la projection d'espace pour rentabiliser les capitaux. Et donc, il fallait ouvrir des espaces absolument au système capitaliste et de détruire quoi ? Les espaces non sous bannière capitaliste officielle, qui étaient les pays de l'Est, la Russie et ailleurs, dont s'étendre et pouvoir revaloriser les capitaux au niveau qu'ils étaient antérieurement. Donc relancer un autre mode d'accumulation qui devait avoir une autre forme et qui était le néolibéralisme. Donc le néolibéralisme est né dans la guerre générale de ce moment-là, c'est-à-dire, comme j'ai parlé déjà, de la guerre à Irak-Iran, la guerre partout. Essayer de la généraliser et de montrer la force des pays de l'OTAN à imposer un autre mode d'accumulation. Et c'est l'apparition du néolibéralisme, de la mondialisation qui va exploser, si tu veux, dans les années 90. Mais ce modèle d'accumulation naît à la fin des années 70, à travers tous les grands groupes de réflexion capitalistes. C'est-à-dire qu'il faut réimposer un État libéral beaucoup plus orthodoxe, en finir avec l'État producteur, en finir avec les limites à l'exploitation, en finir avec les lois du travail comme elles étaient avant, du temps de ces régimes dits antifascistes, et se projeter dans des pays où on peut profiter de la main-d'œuvre très peu chère, etc., etc. Donc il faut gagner ces pays par la guerre. Parce que c'est la seule façon des capitalistes de gagner. Donc, ils ont fait une guerre économique, idéologique, financière à l'URSS, tout en maintenant l'équilibre au niveau nucléaire. Mais ça aurait pu péter. À ce moment-là, déjà, ça aurait pu péter. Donc, on a fait la première offensive sur ce thème central. Le deuxième, qui était évident pour tous les pays industriels,
en Europe, c'était la restructuration. C'est-à-dire des masses de licenciements, des changements qualitatifs des postes de travail. C'est des milliers, des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de gens qui se retrouvaient sur le carreau. Donc on avait, pour l'action centrale, on avait le personnage de Georges Besse qui était passé à Dalcatel, à 3 entreprises avant Renault et qui était en train de plier Renault, c'est-à-dire en finir avec les grandes concentrations ouvrières, etc., etc. Donc il devenait une cible évidente. C'était le mec qui a pensé la restructuration en France, comme il avait pensé le nucléaire. Donc qu'il avait pensé le nucléaire civil et militaire. Donc, c'était un personnage très important. Donc, atteindre ce moment-là, c'est ce personnage, à ce moment-là. Pourquoi on ne peut pas réécrire l'histoire d'Action Directe? Parce qu'il y a eu ça. On cherche à dire c'est un brave type, vraiment venu du peuple, tu vois, et son père était facteur, je crois, ou un petit employé de la Poste. Donc c'est un mec qui était monté partout, l'école des mines, vraiment les centres du pouvoir dans ce pays. Et non, ils ne peuvent pas l'accepter. Peuvent pas l'accepter. C'est pour ça que c'est toujours sous l'influence des Iraniens, sous l'influence des Russes, sous l'influence de quelqu'un. Non, ils ne peuvent pas penser qu'on puisse être autonome, qu'on puisse réfléchir comme militant politique en France et dire la cible principale, ça peut être Audran et ça peut être Besse. Non, il faut que des gens pensent à la place des militants. C'est que tu vois le grand mépris qu'ont ces gens pour les militants, quoi. C'est-à-dire on peut pas, nous, on peut avoir aucune autonomie politique. Donc, en même temps, dans cette première vague d'installation du néolibéralisme, l'opposant politique devient un criminel. C'est leur leitmotiv. Donc, ils demandent à Interpol, qui jusque-là s'est opposé à collaborer à la recherche de militants politiques, de dire non, ce ne sont plus des militants politiques, ce sont des criminels. Donc, Interpol accepte de participer à la traque des militants politiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque au siège, puisqu'on l'a en France. Il est à notre portée, il est dans le sud de Paris, et on fait sauter le siège d'Interpol International. Voilà. Donc, on a essayé de répondre dans un moment extrêmement difficile pour les avant-gardes révolutionnaires, pour le mouvement révolutionnaire lui-même, de recul, de défaite, etc., d'essayer de garder le cap, d'avoir une efficacité révolutionnaire malgré la défaite. C'est ça et c'est ce qu'ils ne peuvent pas accepter par rapport à AD. C'est-à-dire on est toujours dans une bataille qu'il faut réécrire l'histoire d'AD, il faut écrire tout ça, qu'est-ce que c'est des 4 fous, etc., etc. Si on avait été 5 à la ferme, on aurait été les 5 fous. Voici la ferme où Jean-Marc Grouillan et Nathalie Ménigon, les 2 chefs historiques d'Action Directe, ainsi que Joël Aubron et Georges Cipriani, ont été arrêtés hier soir. Et tu vois, mais si on aurait été 250 au moment d'un congrès, ils auraient dit les 250 fous. C'est pas le truc. Il faut raconter. Il faut broyer du truc. Ils ont travaillé pour les Iraniens. Ils sont trop cons pour penser, voilà. Donc, cette réécriture est une action politique qui mène contre nous. Et nous, en leur résistant à ça, on mène encore une action politique sur la base d'AD, quoi. C'est-à-dire maintenir l'histoire de ce groupe, c'est une action politique.